Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous savez, nous sommes le 31 mars 2019 et nous sommes très heureux de partager donc ce moment de décryptage avec vous. Et justement, vous savez, l'actualité au Bénin est marquée par la recherche du consensus politique dans le cadre des prochaines législatives. Et déjà, les forces politiques se retrouvant dans le bloc de la majorité parlementaire constate vendredi dernier qu'il y a défaut de consensus et donc nous en parlerons avec notre consultant politique Awitele Agapit Napoléon Waforikan. Bonsoir. Bonsoir, Romiad. Bonsoir Romiad, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, vous êtes expert électoral, vous êtes consultant en médias et communication, expert en gouvernance aussi. Et je le disais vendredi dernier, voilà, quelques membres du bloc républicain, ils sont au total 36 députés qui se retrouvent dans le bloc républicain et dans l'Union progressiste, qui ont pris acte solennellement à la tribune donc de l'hémicycle du défaut de consensus. Vous savez, le chef de l'État a bien voulu avoir un consensus politique autour des prochaines législatives. Quand on parle de défaut de consensus, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Que les différents acteurs n'ont pas pu accorder leur violon pour agir sur les textes électoraux alors que le jeu a commencé, le processus est en cours, que la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, qui se confond au Parlement avec la majorité présidentielle, parfois c'est pas toujours les mêmes choses, mais la majorité parlementaire et la minorité n'ont pas pu accorder leur violon pour agir sur les textes et avoir des législatives soi-disant inclusives. Et donc, cela voudra signifier également qu'il y a un certain nombre de postures qui n'ont pas favorisé la quête, ou du moins la quête concluante de ce consensus politique. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'il faudrait finalement qu'on nous donne raison, qu'on nous donne acte de ses propos. On a dit toujours qu'un consensus se cherche à deux, au minimum. En tout cas, il faut deux parties, deux ou plusieurs parties pour négocier un consensus. Mais lorsque c'est une seule partie qui est à la recherche de ce consensus, là pose un gros problème. Or, c'est ce qu'on a pu comprendre à l'Assemblée nationale, où il y a une partie qui a préféré garder la posture de la victimisation, une posture donc négative, une négative qui consiste à user de délation, à user de digression, à user d'intimidation, à user de menaces, à user de chantage, mais pour pouvoir se faire entendre. Est-ce que ce n'est pas une forme de négociation aussi? Non, non. Quand on n'est pas en position de force, non. Et surtout quand on est dans ces conditions-là, non. Non, parce que, on l'a dit, ils ne sont pas en position de force. Le consensus requis n'était pas un consensus sine qua non pour aller aux élections. C'est le consensus sine qua non pour toucher au texte. Et toucher au texte, on profitait qu'à la minorité. Toucher au texte, on profitait qu'à ceux qui ont usé donc de stratagèmes pour ne pas en arriver là. Et c'est là que la question est de savoir, est-ce que ces gens-là avaient vraiment envie d'aller aux élections? Parce que lorsqu'on fait quelque chose, et des portes, des possibilités s'offrent à vous, vous vous battez pour l'avoir. On n'a pas eu l'impression que la minorité parlementaire, confondant à l'opposition, au gouvernement, n'a pas envie d'aller aux élections, a peut-être envie d'en découdre avec le gouvernement, en faisant pourrir la situation, pour pouvoir en tirer quel profit, je ne sais. Donc, ce n'est pas une arme de négociation, en tout cas pas dans le cas d'espèce. Après la déclaration de la majorité au Parlement, la minorité estime qu'ils sont toujours disponibles, les membres de la minorité estiment qu'ils sont toujours disponibles pour le dialogue. On pourrait peut-être espérer quelque chose après, pourquoi pas demain, parce qu'il y a une plénière qui est prévue. Non, c'est quand même, ça fait rire. Ça fait rire parce que c'est la minorité qui ne s'est jamais mise en position de dialogue. Écoutez, depuis le 6 mars, quand même, le clou de cette manifestation, d'abord, il faut qu'on remonte un peu à cette loi. Il fallait une loi votée à 99%. Bon, disons 95%. Si je me dis qu'un député peut peser 5%. Parce que le député Mitokbe ne l'a pas fait. Ça dit. Mais tous les autres l'ont fait, ils l'ont voté pour. Mais un député qui vote pour une loi est obligé. Déjà, moi, citoyen, je ne vote pas pour la loi, on m'oblige.
À s'y soumettre. À me soumettre. Et on me dit que je ne suis pas censé l'ignorer. Même si on ne fait rien pour le populariser, pour le divulguer, pour le faire. On me dit, je ne suis pas censé ignorer la loi. Et moi, je suis un privilégié, je suis en ville, je suis instruit. Mais nos multiples parents qui sont à l'intérieur des villages, à l'intérieur du pays, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui commettent des crimes passionnels, ou qui commettent des actes, pour blessures involontaires par exemple, ayant entraîné la mort, mais on lui applique la loi. On lui applique la loi dans sa ferme. Et personne ne se vient pour lui dire non, ils sont illettrés, ne connaissent pas la loi. Nos parents qui doivent se soumettre aux réglementations légales, en vigueur. Alors donc, lorsqu'un député lui-même participe à la discussion et au vote et se refuse à l'appliquer, ça pose quand même un gros problème que je suis surpris que personne n'évoque. Surtout pas les acteurs de la société civile ne l'évoquent pas. Et quand j'ai écouté aujourd'hui encore le Fonac, j'étais ahuri. Parce que, je dis, la société civile doit pouvoir, non pas être dans des formules incantatoires d'inclusivité, mais doit être dans la proactivité. Mettre les acteurs devant leurs responsabilités. Mais si la société civile même se confond au parti, ça pose un problème. Donc, déjà, lors du vote de la loi, les gens ont voté. Ils ont voté. Même depuis le 6 mars, le chef de l'État leur demande de s'entendre. Les gens ont pris tout leur temps pour utiliser d'autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? J'ai même entendu l'honorable dire, oui, monsieur le président, je vous avais récusé, et puis après, alors, donc je peux récuser aujourd'hui, demain je peux accepter. Ah, mais tout ça fait désordre. Ça fait désordre. Et personne ne l'a dit, non, ça fait désordre, on dit non, inclusivité. C'est comme si un enfant qui devient turbulent ne veut rien respecter. Et il y en a d'autres qui le font. Et on les oblige à le reconnaître. Et l'enfant dit, moi, de toute façon, moi, je vais rien respecter. Et on dit, non, non, c'est vous qui devez le reconnaître. Mais c'est pas une bonne éducation. C'est pas une bonne éducation. L'enfant prodige doit avoir sa sanction, obligatoirement. C'est ça l'éducation, pour que les autres qui sont sages ne soient pas frappés parce qu'ils ont été, ne soient pas lésés dans leur sagesse. Pourquoi on pense que c'est les députés de la majorité qui doivent faire tous les sacrifices? Donc, la minorité n'était pas prête du tout pour le dialogue. Ils n'ont rien, ils n'ont montré aucun signe. Donc, je vous ai parlé depuis. Mais quand ils ont travaillé dans la commission paritaire, ou dans le comité paritaire, quand ils ont signé le document, et après ils ont dit non, nous on ne reconnaît plus, ça ne pose pas un problème d'éthique. Est-ce le vouloir? Et où était également la société civile? Ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut inclusif, ils étaient où? C'est eux qui doivent. Ils auraient dû agir. Comme je dis, ils doivent être proactifs et non dormants, se réveillant brutalement. Et comme il faut valider un certain nombre de postures et de financement, ils disparaissent, ils sortent et puis ils commencent à faire du bruit. Non. Très bien. On y reviendra dans un instant en parlant donc de la société civile, puisqu'il y a tout de même une intervention aujourd'hui, véritablement. Agapit Napoléon Bafori, quand je parlais tantôt de cette plénière qui est prévue pour demain, cela voudra signifier qu'on ne doit pas espérer quelque chose, puisque l'acte solennel de la majorité a été constaté, par exemple. Non, la plénière. Est-ce que la plénière n'a été convoquée que pour ça? Oui, c'est bien ça. Ah, ça, il faut franchement un miracle. Parce que j'ai écouté les uns les autres. J'ai écouté Orden Aladati aujourd'hui. Sur nos antennes, oui, tout à fait. J'ai écouté Orden, quand Orden parle, c'est quand même une voix forte. Il est quand même le rapporteur de la commission des lois. Oui, bien au-delà. C'est une voix forte. Alors donc, si une telle voix, et pas des moindres, et avant cette voix, j'ai écouté le patron même de la majorité parlementaire, Abimbola. Jean-Michel Abimbola. Je l'ai écouté. Et avant eux, j'avais déjà écouté l'honorable Djikola Olé, un peu plus tôt. Donc, quand vous entendez, vous écoutez ces voix-là, montrer leur ras-le-bol, se rendre compte que il est temps de dire assez,
vous comprenez qu'il n'y a plus rien à attendre d'une hypothétique plénière. En tout cas, pas consacrée à ce sujet. Vous savez, quand les gens en arrivent à... Au départ, moi, je me suis dit, mais les gens de la majorité... Mais pourquoi ils se laissent? Ils se livrent pieds et mains liés. J'avais l'impression qu'ils ne réagissaient pas. On les accuse et ils disent non, nous, on est pour le consensus. C'était une volonté du chef de l'État, il faut s'y soumettre. Oui, mais c'est ce que, finalement, on les accuse, on dit, nous, on veut le consensus. On est encore disponible pour le consensus. Je pense que ça a fait croire, ça a fini par faire croire aux autres qu'ils avaient une certaine marge de négociation. Et ils se sont complus. Ils n'avaient aucune marge. Ils n'avaient aucune marge. La loi est en application. Régulièrement votée. Les députés doivent s'y soumettre. Ils sont les premiers à devoir s'y soumettre. Donc, c'était un truc, on dit, on va regarder dedans. Et vous vous dites, non, maintenant j'exige votre départ. J'exige, mais tu n'es pas en position d'exiger, tu exiges quoi? Donc, tout ça ramène que la plénière de demain, en tout cas du 1er avril, ça sera sans doute un 1er avril. C'est-à-dire que... Un poisson d'avril? Enfin, un poisson d'avril, je veux dire. Parce que si c'est consacré... C'est bien sérieux pour être ça. Non, si c'est pour le consensus, il n'y en a plus. Mais l'autre partie qui est majoritaire dit, je n'en veux plus. Trop, c'est trop. On veut nous conduire à la fin dans l'impasse. N'oubliez pas que demain, on sera 28 jours. 28 jours des législatives. Ouais. Donc, dès le 1er avril, on est à 28 jours. Il est temps de préparer l'opération électorale. Et donc, la compétition se fera à deux. Enfin, pour moi, il n'y a plus de doute. Hein. Il n'y a aucun doute à mon niveau. Je pense que c'est clair, c'est acté. C'est une évidence. J'ai écouté Maître Abraham Zinouré. Qui parlait de pluralisme. Exactement. Qui est membre fondateur de l'Union progressiste. Et pas moins ancien président de la défunte RB. La RB qui s'est fondue dans l'Union progressiste. Et quand vous l'écoutez, c'est sûr de son affaire. N'oublions pas que c'est lui et eux qui ont conduit. En tout cas, c'était des voix fortes du séminaire d'appropriation des textes avant les votes des lois sur la charte des partis, sur le code électoral. Il a fait beaucoup de communication, de consultation sur la question des partis politiques. Il sait de quoi il parle. Donc, quand les gens pensent que demain, qu'un consensus est encore possible, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Donc, la plénière du 1er avril ne débouchera plus sur un autre consensus. Sauf cataclysme, sauf miracle. Et peut-être que les miracles sont permis, donc il est permis d'espérer. Très bien. Voilà. Vous parliez de la société civile. Il y a tout de même où on pourrait dire, vous connaissiez bien cette structure-là, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Son président est monté au créneau aujourd'hui il estime que quand on voudrait insister ou du moins défendre le respect de la loi, il faut être un exemple. Et selon lui, certains députés ne sont pas des exemples. D'abord, il faut rectifier celui qui est, même si c'est le même personnage qui incarne les deux structures, ce n'était pas le président de l'ANLC qui était sur les antennes aujourd'hui, c'est le président de FONAC. Oui. Oui, mais cela pose évidemment un autre problème, mais bon, je ne suis pas là pour ça. C'est le président de FONAC qui a effectivement soulevé un certain nombre de situations dont les députés qui n'auraient pas déclaré leur patrimoine. J'estime que, oui, dans le fond, il a raison. Dans le fond, il a raison. Est-ce que vous n'avez pas... vous n'êtes pas un exemple. Vous ne pouvez pas vouloir faire l'exemple. Vous ne pouvez pas donner l'exemple. Donc, il vous appartient, en principe, d'incarner cet exemple. Il a raison dans le fond. Maintenant, dans la forme, il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que le débat n'est plus là. Le débat, ce n'est pas parce que j'ai volé, l'autre a volé, on l'a pas pris, moi, donc je ne dois pas exiger. Non. Si l'autre a volé, on ne l'a pas pris. Et toi, tu as volé. Et on crie que tu as volé, tu as volé. Tu as volé. Si tu n'avais pas volé, personne ne crie que tu as volé. On s'occupe de ton cas. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Elias, sur Radio Tokpa, tel qu'il parle, c'est comme si, voilà, les gens déclarent leur patrimoine. Après, et que donc, du coup, ils sont mal placés. On n'est plus là. Parce que quand on dit ça là, c'est pour aboutir à quoi? Pour quelle finalité? C'est ça la question. Aujourd'hui, le débat est de savoir est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un consensus? Si c'est oui,
ils font le consensus, ils votent les lois abrogatoires, ou bien comment ils ont appelé cela. Dérogatoires. Dérogatoires, merci. Et ils vont devant la Cour constitutionnelle pour que la Cour acte ces corrections-là. Ce qui n'est pas du gagné non plus. Ce qui n'est pas du gagné. Alors, donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, ils n'ont pas réglé ça. Donc, en disant que les autres ont violé, mais là encore, il faut qu'on remette les choses à l'endroit pour qu'en quelques minutes, le problème qui pose aujourd'hui n'est plus un problème, n'est pas un par rapport à la déclaration du patrimoine. Parce que la Cour constitutionnelle, par 3 décisions, a réglé cette question. La première décision, c'est la décision 16-192 du 24 novembre 2016. 16-192. La décision 16-192 du 24 novembre 2016 par rapport à la saisine de Prince Serge Abodjan qui voulait constater que le chef d'État n'a pas déclaré son patrimoine dans les délais. En tout cas, que les violations de l'article 3 et 10. Et dans ce considérant, dans sa décision, la Cour constate que le contrôle, elle n'est pas compétente pour statuer sur la violation de l'article 3 et 10 de la loi 2011-20 portant lutte contre la corruption. Donc la Cour n'est pas... Mais reconnaît que les députés qui n'ont pas déclaré leur patrimoine ont méconnu la Constitution. Une autre fois, on a toujours saisi, là c'est une autre décision, la 17-056 du 9 mai 2017. Toujours par rapport à la déclaration du patrimoine du chef de l'État, et certains membres du gouvernement, où la Cour constate, et cette Cour, c'est des cours, toutes ces cours, pourquoi on ne me dise pas que c'est des cours, tu as Benoît, son avocat, comme ils savent, ici c'est des cours, c'est la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Théodore Hulot. Je vais parler de la décision 16-192 du 24 novembre 2016. Après, il y a la décision DCC 16 et 17-056 du 9 mars 2017. Qui dit, mais une fois que le chef d'État, on lui dit qu'il n'a pas déclaré son patrimoine dans le délai. Et on dit oui. Il a déclaré. Donc, la saisine est sans objet. Donc, la Cour est restée dans le principe de respect de la Constitution. Mais, dans la décision, la dernière, 1807 du 25 janvier 2018, la 1807 du 25 janvier 2018, la Cour a renvoyé encore le requérant, toujours pas au chef de l'État, l'a renvoyé au contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité qui n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle, mais du ressort de la Cour suprême. Alors, si j'évoque ces cas, c'est pour dire que le président Jean-Baptiste Sévère, président de FONAC, qui n'est pas moins président de l'ANLC, cette question aurait pu être réglée par l'ANLC vis-à-vis de la Cour suprême, puisque les articles 3 et 10 de la loi 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions contre la République du Bénin a été clair. Le non-respect de la déclaration du patrimoine expose les mises en cause à des peines d'amende, à des peines pécuniaires. Donc, ne les expose pas à une inéligibilité. Et donc, ce n'est pas un critère qui pourrait les empêcher, par exemple... Ça aurait pu si la NLC peut-être avait convaincu le gouvernement ou avait attiré l'attention du gouvernement ou bien avait fait un plaidoyer au niveau du Parlement et qu'on l'avait inscrit dans le code électoral. Si on l'avait transposé dans le code électoral comme une obligation, ça aurait pu. Mais on ne l'a pas fait. Du coup, ce n'est pas une pièce. Déclaration de patrimoine n'est pas une condition exigible pour être candidat, pour être éligible ou électeur. Avec ce moment-là, on ne peut pas l'évoquer aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation difficile. Ça, c'est d'abord le premier. Mais le deuxième, c'est que même si on veut avoir une sanction, c'est la NLC qui peut saisir la Cour suprême. Si quelqu'un est en faute et vous ne lui dites rien, et après la personne, face à un autre cas, dit, ben, toi tu es en faute, tu ne dois pas passer. Vous n'allez pas lui dire, mais toi, tais-toi, toi-même tu étais en faute. Toi, tu es mal placé pour parler. Non. Non. Qui doit sanctionner la faute? C'est la Cour suprême. Qui doit actionner la Cour suprême? C'est entre autres la NLC. Ça aurait pu la Cour suprême elle-même,
c'est constaté. Mais il y a l'ANLC. Et comme l'ANLC a la chance d'avoir comme président du FONAC, le président du FONAC aurait pu attirer, le président de l'ANLC, je veux dire, aurait pu faire en sorte que la Cour suprême soit saisie. Et dès que la Cour suprême est saisie, l'action de l'ANLC est terminée. La Cour suprême jugera. Jugera. C'est la plus haute cour en matière administrative, juridictionnelle et des comptes. Donc, chacun doit pouvoir rester. Donc, cette sortie je n'ai pas compris, cet amalgame de députés qui n'ont pas déposé le patrimoine à temps. Une ONG, une association, une association ne peut pas s'ériger en institution au-dessus des institutions de la République. On rentre toujours encore dans cette confusion de rôle. Donc ça, c'est le premier élément de la sortie du FONAC. Le deuxième élément, le FONAC demande au chef de l'État de prendre l'ordonnance. C'est grave. Mais sur quel fondement? Sur le fondement du consensus. Le consensus n'est pas dans la loi. Parce que la Constitution ne prévoit pas ça. Le consensus n'est pas dans... Je vais vous lire un considérant de la décision de 2016. Je dis 2016, hein. Ce n'est pas la Cour, je dis encore, ce n'est pas la Cour Djabouénou, comme ils savent le dire. Donc ici, ce n'est pas la Cour Djabouénou. La Cour considère, après avoir constaté au niveau de la requête, qu'il s'agit d'un contrôle de légalité et qu'elle n'est pas compétente dans la matière, elle est allée quand même dire, mais considère que les députés, citoyens béninois, attributaires du pouvoir législatif, ne peuvent se soustraire aux lois qu'ils ont eux-mêmes régulièrement votées. Ne peuvent se soustraire aux lois qu'ils ont eux-mêmes régulièrement votées. Loi devenue exécutoire, soit par promulgation par le président de la République, soit par décision de la Cour constitutionnelle, après saisine par le président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 57, alinéa 6 de la Constitution. Que la loi 2011-20, du 12 octobre 2011, a été votée par l'Assemblée nationale le 30 août 2011, promulguée par le président de la République le 12 octobre 2011, et publiée au journal officiel du Bénin. Et que cette loi fait partie de l'ordonnancement juridique du Bénin, qu'en ne procédant pas à la déclaration de leur patrimoine, tel que prescrit par la loi suivie son décret d'application, les députés de la 6e législature ont méconnu l'article 34 précité de la Constitution. Ça, c'est dans le cas de la loi 2011-20. Du coup, ce considérant vaut aujourd'hui que les députés ayant voté régulièrement une loi ne peuvent s'y soustraire. Alors le FONAC, dont le président est le président de l'ANLC, ne peut pas ne pas connaître et demander que le chef de l'État prenne une ordonnance. C'est-à-dire qu'il prendre une ordonnance. Dans quelles conditions il va prendre l'ordonnance? Les conditions de l'article 68 ne sont pas réunies. Ce n'est que dans ces conditions. La deuxième condition, c'est lorsque c'est au niveau du budget de l'État. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Donc, c'est la condition de l'article 68. Mais la condition de l'article 68, on dit lorsque les institutions de la République, l'intégrité du territoire national, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire national, sont menacées de manière... Et que le fonctionnement régulier et que l'exécution des engagements sont... si tout cela est menacé. C'est ce que mais dans le cas d'espèce, les institutions fonctionnent régulièrement, je l'ai déjà dit une fois. Il n'y a pas blocage Il n'y a blocage nulle part. Nous respectons tous nos engagements. Au niveau le gouvernement respecte les engagements, tant au niveau national qu'au niveau international. Les institutions fonctionnent régulièrement. La preuve, l'Assemblée nationale tourne. Ils ont cherché le consensus. Ils se sont entendus qu'ils n'ont pas pu trouver le consensus. C'est voté. Alors, pourquoi le chef d'État ira prendre l'article, il va prendre une ordonnance? C'est une méconnaissance de la Constitution. Donc, lorsque des voix aussi fortes disent ces choses, ça pose un problème. Ça veut dire que la République a des problèmes. La voix du président du FONAC est une voix forte, sérieuse. Et quand ça tonne, ça doit pouvoir faire attention parce que c'est une voix très ancienne. Une voix qui a fait foi. Et quand ça sonne, on doit y prêter attention. Mais quand ça sonne pour dire ce que j'ai entendu aujourd'hui sur Radio Tropa, ça ne dit pas. Il n'y a rien il y a à redire. Je vous ai démontré par rapport à la déclaration du patrimoine qu'on ne peut pas, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas laisser le problème et dire que c'est l'autre qui est responsable. Et même aucune sanction liée à la déclaration du patrimoine n'entraîne une inéligibilité.
n'emporte une éligibilité. Sauf s'il y avait une décision entre-temps qui n'a pas existé. Donc, oui, il n'y avait pas un problème. Demander au chef d'État de prendre une ordonnance, je pense que c'est grave pour une institution du genre. Donc, voilà, ces choses sont rentrées dans l'opinion publique, sont partagées, sont relayées, et c'est pas normal, parce que quand les gens disent, c'est tel qui a dit, comme je vous ai dit, c'est une voix forte, et elle emporte beaucoup de sérieux. Donc, quand elle dit ces choses, elle doit les dire avec beaucoup de rigueur. Ici, la rigueur n'y est pas. Très bien. Il y a, comme vous le dites, des voix fortes. Nous avons entendu encore aujourd'hui, pour une autre fois, sur le même sujet, une autre voix d'un sachant, comme nous avons l'habitude de le dire depuis quelque temps, Ibrahim Salami, qui est revenu, qui a insisté sur un certain nombre d'aspects, puisque le consensus politique qui devrait être trouvé, il a dit, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est au politique, donc de rechercher ce consensus-là et de l'avoir. Ouais, le projet Salami, il avait déjà dit en coup de semaine, un peu à la suite du projet d'Andy Yamou, tout ça à la suite des rapports du professeur Topano et Ayivo. Je pense que tous ces 4 sachants, quand on les prend ensemble, disent la même chose sur le sujet. Sur le sujet consensus. Je ferme ça sur la recherche du consensus. En tout cas, sur le processus. Après, il y a des nuances entre eux. Je pense que la sortie du procès d'Andy Yamou a eu le mérite de baliser le terrain et de permettre aux autres. Parce que je pense qu'il faut situer les choses. La sortie du procès d'Andy Yamou, que les gens ont raillé le lendemain, mais que tout le monde a rallié finalement après, cette sortie a eu le mérite de clarifier une fois pour de bon les choses. Parce que ceux qui doutaient, ceux qui estimaient que c'est parce que certains avaient des intérêts par-ci, par-là, ils ont vu que c'est un sachant. Et même quand ils ont commencé par l'attaquer, ils ont vu que d'autres sachants, qu'ils considéraient comme opposés à elle, n'ont pas dit le contraire. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle ne peut rien faire s'il n'y a pas consensus. Sauf blocage au niveau de la Sénat ou autre blocage. Au niveau des institutions qui interviennent. Dans le cas d'espèce, il n'y en a pas. Le président de la République ne peut rien faire. Aller prendre l'ordonnance, s'il n'y a pas de problème. Quelle ordonnance il peut prendre? La paix, il va dire que la paix est menacée. Non, il n'a pas dit, notre constitution n'a pas dit que si la paix est menacée, notre constitution a posé, il faut lire l'article 68 pour voir l'attelage de l'article 68 de la Constitution. L'attelage de l'article 68, que je ne peux pas citer de mémoire, l'attelage est tel que il faut la conjonction des situations liées au fonctionnement régulier des institutions, à l'intégrité du territoire national, à la souveraineté nationale et au respect des engagements internationaux. C'est les deux liés maintenant à une autre conjonction interne. C'est les deux, c'est ça qui oblige le chef de l'État à prendre l'ordonnance après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle. Il ne peut pas se lever et dire je prends l'ordonnance. Maintenant, au demeurant, si on l'oblige à le faire, est-ce qu'on est prêt à ce que dans 2 ans, il puisse dire, ok, moi je n'ai pas les moyens d'organiser les élections, donc les caisses de l'État sont vides, et puisque les caisses de l'État sont vides, il y aura danger parce que il y a insécurité parce que les fonctionnaires n'auront pas leur salaire à la fin de mois. Et donc l'élection présidentielle, elle peut être repoussée en 2023 pour faire. Je pense que s'il y a une unanimité sur ça, on peut dire que nous avançons au niveau du consensus. Là encore, il faudrait dire que le président de la République marche. Ce serait une boîte de Pandore qui sera ouverte. Ouverte cette boîte de Pandore. C'est-à-dire que c'est dangereux. Donc, parce que les gens en parlent aujourd'hui comme si c'était tellement facile. Oui, le président peut prendre une ordonnance. Mais quelle ordonnance il va prendre? En disant quoi? Il va prendre. Pour prendre une ordonnance, il faut qu'il y ait un problème. Le médecin ne prescrit pas d'ordonnance sans problème, n'est-ce pas? Ici, même en politique, l'ordonnance, il faut qu'il y ait un problème. Et en la matière, il n'y a pas un problème pour qu'on en aille, pour qu'on s'arrête aux ordonnances. Il n'y a pas de raison d'avoir d'ordonnance. Et quand par exemple... Il faut faire attention, comme je l'ai dit, parce que en ouvrant la boîte Pandore, demain, il ne faut pas qu'on reste rebut pour dire que les situations ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a une race qui a une telle capacité de métamorphose pour gérer, pour dire, ah non, ça c'est différent, ce n'est pas le même cas. Ils sont eux individuellement, mais qui tirent les cas
Quand les institutions régulièrement habilitées le font, ils estiment que ce n'est pas vrai. Et c'est eux qui donnent leur... Et quand la minorité estime que tout le temps, on a les élections législatives, par exemple, constituent des moments de fête pour la population et qu'on n'en arrive pas à trouver une force de l'opposition parmi les forces en compétition, que cela pourrait porter des empreintes de menaces véritablement. Qu'en dites-vous concrètement? Non, écoutez, peut-être on peut dire que le chef d'État a, en griffe, péché par pudeur. Le chef d'État a péché par pudeur. C'est-à-dire en montrant sa chaîne de ne voir que des formations politiques autour de lui qui aient pu gagner. Et ça, on devait lui en... Je pense que c'est seulement Victor Topanou seul que j'ai entendu réellement dire qu'il faut le remercier et il faut le féliciter pour ça. Ce n'est que le professeur Topanou que j'ai entendu dire ça. Peut-être que d'autres l'ont dit. J'ai entendu un ou deux, mais c'est le professeur Topanou qui l'a dit clairement. C'est beaucoup. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est lié à ça. Ailleurs, les gens n'auraient jamais considéré ça comme un problème. Puis ça n'en est pas un vraiment. Le problème, c'est que quand vous avez une trop grande pudeur, si certaines choses vous choquent, si vous êtes trop sensible à certaines choses et vous l'exprimez, parfois les gens l'utilisent contre vous. C'est ce qui se passe actuellement. Le président de la République a eu une sorte de friction, de malaise devant la situation créée, pas par lui, par l'incapacité de la classe politique de se mettre à jour, d'une certaine classe politique de se mettre à jour, vis-à-vis des instances. Dans un premier temps, il a dit qu'il était prêt à agir sur au moins la structure que lui-même contrôle, l'administration. Les gens ne sont pas allés. Deuxième fois, il demande maintenant aux gens, allez chercher votre consensus. Je suis prêt à tout tant que vous l'entendez. Les gens ne s'entendent pas. Comment vous voulez maintenant que c'est ça? Mais c'est la même personne après qui dit qu'il y a problème. Vous ne voyez pas qu'il y a diversion? Les populations vont faire la fête. Et s'ils ne font pas cette fête cette année, c'est que partie remise. Je pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter. Il faut mettre fin à la situation. Il faut mettre fin au désordre. Il faut mettre fin au désordre. Donc, voilà un peu les choses telles que ça doit se faire. Donc, ceux qui veulent que ce soit une fête, c'est normal. Une élection devrait être une fête. Mais la fête, pour parler des fêtes, il faut parler des préparatifs de la fête, non. Mais quand vous-même vous mettez les ingrédients d'une forte tension, comment vous voulez que la fête soit de belle facture? Elle ne peut pas l'être. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez vu la gêne de Orden Aladatien sur le plateau ce matin. Et oui, nous aurions tellement aimé. Il a dit plusieurs fois. Des amis vous avez écouté Abimbola. Tous sont mal à l'aise. Mais ce n'est pas faute d'avoir tenté. Alors, les gens veulent qu'ils tentent, qu'ils aillent au bout. Jusqu'au blocage. À un moment donné, il faut s'arrêter. Ils ont pu s'arrêter. Mais vous sentez que ce n'est pas la joie. Et là, il faut que l'opinion fasse beaucoup attention en lisant ces signes-là. Ce n'est la joie chez personne. Mais on ne peut pas non plus se laisser traîner comme ça, jusque dans l'abîme. À un moment donné, il faut se redresser. Et même si c'est votre protégé, votre aimé, votre fils, en tout cas tout ce qu'il a de sérieux pour vous, s'il faut couper le cordon pour que on n'aille pas tous dans la gaine, la chienne on dit, donc pour qu'on n'aille pas tous dans la gadoue, il faut bien le faire. Est-ce que l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, pourrait contribuer à l'obtention de ce consensus s'il avait, par exemple, répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État? Je ne suis pas au palais, je ne suis pas dans les couloirs présidentiels, encore moins du président Yahi. En fait, les séances des chefs de l'État, avec des personnalités, n'empêchent en rien ce qui se passe au Parlement. Donc, oui, peut-être. Peut-être parce que le président Yahi est celui qui radicalise le plus sa position dans les anciens. Est-ce que ce n'est pas une lecture trop tranchée? Non, parce qu'il contrôle toujours ses forces corruptes pour un bénin émergent. Il est leur
président d'honneur. Exact. Donc, à partir du moment-là, il parle. La preuve, selon ce qu'on a lu dans les médias, d'ailleurs, il y a un communiqué même, il y a un document signé, celle de communication du président Boni Yahi, qui a circulé dans les médias, en disant que le président a demandé à Tsakala Fia d'aller d'abord faire son travail, et notamment Tsakala Fia qui serait l'envoyé du président Talon vers Yahi. Et en refusant de le recevoir, lui aurait demandé d'aller faire son travail, qui est de la délivrance entre du certificat de conformité au parti. Alors, quand on en arrive là, il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, vous savez, moi, je suis peut-être mal placé. Le président Yahi, il sait ce qu'il fait. C'est un adulte, ancien président de la République. Il sait ce qu'il fait. Il faut que le peuple sache également que le président Yahi est dans une posture de militantisme, une posture de partisane, et qu'il ne peut pas être à la fois partisan et agir comme ancien président de la République, comme force morale. Ça pose un problème. Donc, il faudra que les gens le sachent, et qu'après, le président est libre d'agir comme il veut. Voilà. On peut tout de même se réjouir de la main, ou du moins la main tendue du chef de l'État, qui a été quand même, qui a eu du répondant au niveau de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, puisque c'est la deuxième fois déjà que les deux hommes se retrouvent. Je salue, j'espère que ça va se poursuivre, et que peut-être que le dialogue entre les deux va déboucher sur quelque chose donc, de meilleur, et va faire entendre raison, surtout à ceux qui s'agitent actuellement. Bon, en dehors de ça, voilà, je pense que c'est normal que le président en exercice rencontre des forces politiques, même de l'opposition, ça se passe partout. Donc, si ça débouche sur quelque chose de bon, c'est bien. Autrement, bon, il aurait fallu la formalité. C'est dommage, mais il l'aurait faite, voilà. Quelle sera la suite maintenant, véritablement, puisque la majorité au Parlement a été claire, nous tenons au respect maintenant strict du calendrier électoral. Ce qui va se passer, c'est que nous attendrons au lancement de la campagne électorale. Le 11 prochain. Le 11 prochain, en vue des législatives. On se demande comment ça va se passer. Quoi? La campagne, par exemple. Vous n'avez jamais vécu une campagne électorale? Hein? La campagne électorale? Non, je n'ai pas compris la question en réalité. Oui, comment ça va se passer? Vous l'imaginez comment? Comme d'habitude? Apparemment, vous n'avez pas compris qu'il s'agit d'une campagne normale. Elle est anormale. Non, elle n'est pas normale. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas normale. Comme on dit, l'idéal serait d'avoir tous. Je pense qu'on ne va pas redire ça tout le temps. L'idéal, c'est d'avoir tout le monde. L'idéal, c'est d'avoir quand même le PRD. Oden Alalatin l'a dit, par exemple. Voilà, il a dit, je valide. L'idée, c'est d'avoir le PRD, c'est d'avoir moi et le Bénin. Au moins, c'est deux. L'UDBN. Moi, le Bénin aussi. Pas de la tour, oui, j'ai parlé du PRD, de moi et le Bénin. Ah, mais après, je parle de l'UDBN, du DUD, qui ne sont pas, a priori, des partis d'opposition. Jusqu'à présent, l'UDBN continue de se dire, de se convaincre et de se comporter comme un parti soutenant de la majorité présidentielle. DUD, peut-être un peu moins, mais moi j'ai jamais encore entendu l'honorable dire que l'UDD est dans l'opposition. J'ai entendu que certains l'auraient dit. Je n'ai pas suivi. Cela dit, le code électoral n'a pas donné le nombre de candidats pour aller aux élections. Pas le nombre de partis pour aller aux législatives. Le code a prévu simplement que la répartition du siège doit se faire autant que faire se peut avec 4 partis. Mais s'il y a moins de partis qui sont en compétition, périr. Donc, 2 partis, ça fait déjà plusieurs. 3, 4, 5, 10, ça revient même. Ça revient même. Donc, pour moi, je ne vois pas où est le problème de la campagne. Et même ces 2 partis, même s'ils soutiennent les actions du président de la République, ce ne serait pas, et vous avez entendu Oden Alalatin, ce n'est pas un match qui sera amical, parce que quand même, c'est des sièges, et il n'y en a que 83 à l'Assemblée nationale jusqu'à présent. Mais c'est ce que vous disiez, la campagne aura lieu. La campagne aura d'autant plus lieu que c'est des individualités.
Le siège est individuel, même si la liste est commune. Mais le siège est individuel. Vous siégerez en votre nom de oui et non au nom de l'UBN. Maintenant, vous êtes apparenté, vous êtes aux couleurs de l'UB ou de BR. Mais vous êtes oui. Alors, est-ce que vous va dire non, moi, ça ne me plaît pas, je vais laisser à mon grand frère, Maforika. Encore que ça fait partie d'un rêve. Ah. D'un rêve, ça peut être. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que mais, quand vous êtes déjà là, positionné, vous voulez être député, vrai ou faux? Mais c'est pas pour laisser la place à d'autres. Donc, c'est pour dire que la bataille sera plus. La bataille est déjà. Il y aura des oppositions. C'est parce qu'on soutient la même personnalité que nous sommes les amis. Tous mes amis ne sont pas amis. Je suis ami à des gens dont certains ne me considèrent pas comme ami. Moi, je suis ami à des gens dont des amis ne me considèrent pas comme ami. C'est-à-dire que vous êtes autour d'un homme et basé de ce coup-là, d'une personnalité, comme le président de la République, il y a tout le monde. Enfin, il y a de tous les horizons. C'est pas pour ça il y a plusieurs courants. C'est pas pour ça qu'ils sont amis. Il y a les interactions négatives et il y en a de positives. Mais ils gèrent. Donc, pensez que c'est un match amical? Non. Du tout. Vous avez entendu Oden aujourd'hui répéter, nous sommes sociaux-démocrates. Pour qu'ils veulent l'entendre, qu'on le comprenne. Mais le BN ne dira pas ça, ils ne sont pas social-démocrates, ils sont libéraux. C'est un parti libéral. Donc, on est en force derrière de toutes les idéologies. Dire que, comment va se représenter la campagne? C'est comme si vous pensez que quelque chose manque à cette campagne. Non. Non. C'est le processus de regroupement qui a amené là. Sinon, les deux blocs réunis feront déjà les 150 partis. 150 partis. Sur les 224. Au moins 110 pour l'UP. Donc, sur les 224 qu'on a, donc, les deux blocs ont avalé beaucoup d'anciens partis. Alors, où est le problème? L'idéal, c'était le consensus. Mais sans le consensus, il faut avancer. Puisque les tests ne sont pas en jeu. Si les tests étaient en jeu, là, il y a un gros problème. Mais les tests ne sont pas en jeu. Pourquoi il faut bloquer? Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, pour ces échanges. Nous allons les poursuivre parce que ça évolue tellement, l'actualité. On sera attentif à ce qui va se passer au Parlement. Et sans doute aussi à la rencontre du chef de l'État avec le président des institutions de la République, qui est prévu normalement pour demain lundi, 1er avril 2019. Lundi 1er avril. Donc il faut bien confirmer tout ça pour s'assurer. Ce ne serait pas quand même l'enjeu de taille. Ce ne serait pas un poisson d'avril. Il faut déjà en tout cas être vigilant. Très bien. Merci beaucoup. Je le disais, vous êtes consultant politique à ETélé, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Nous avons pris du plaisir en votre compagnie. J'espère que vous aurez le plaisir de nous retrouver demain, pourquoi pas, déjà pour le matin, votre émission matinale. D'ici à là, portez-vous bien, agréable soirée à chacun et à tous.